Bonjour à tous, voilà, c'est le moment de me séparer de mon Nikon D7000 qui m'a suivi pendant pas mal d'années. Avant de le revendre, j'aimerais tout de même vous en parler afin de vous le recommander. Alors oui, je sais, ce boîtier a maintenant bientôt 10 ans, mais c'est justement là l'intérêt, vous montrer que l'on peut acquérir du matériel semi-professionnel avec un petit budget, parce que ce produit on le trouve entre 300 et 350 € en occasion, c'est-à-dire moins cher qu'un modèle amateur neuf pour des performances similaires. Le Nikon D7000, c'est un boîtier que l'on peut qualifier de semi-professionnel. En fait, on n'est pas encore sur du plein format, mais plutôt sur un APS-C très haut de gamme qui reprend les caractéristiques de ses grands frères. Il est sorti en 2010 et depuis, il a laissé place quand même à plusieurs évolutions, dont la plus récente est le D7500 qui est sorti il y a un an. À sa sortie, c'est un boîtier qui était un petit peu considéré comme une révolution dans le monde de la photo et de la vidéo. Le capteur CMOS qui offre 16 mégapixels était du jamais vu à cette époque chez Nikon. Le processeur XP2 permettait de prendre des photos basse lumière avec un niveau de bruit très faible. La conception en magnésium avec joint d'étanchéité faisait de lui le seul APS-C tropicalisé de la gamme. Le viseur optique était similaire à celui des réflexes plus haut de gamme de l'époque. L'obturateur permettait de descendre jusqu'au 8 millième de seconde avec une synchro flash au 250e de seconde. Le double slot SD signait également chez Nikon la fin de l'utilisation de la carte compact flash qui était un petit peu dépassée. L'autofocus 39 points est plus vif que celui de ses prédécesseurs. La mesure de lumière avec reconnaissance de scène fournit 2 fois plus d'informations que le fameux Nikon D3 qui est quand même un plein format. Et c'est un des premiers boîtiers qui embarque également la vidéo avec de la Full HD, un focus vidéo et un micro externe stéréo. Bref, ce boîtier a un petit peu symbolisé le renouveau de la gamme réflexe Nikon à l'époque. Assez parlé de toutes les caractéristiques techniques, si vous voulez les specs, je vous conseille d'aller voir la fiche produit sur internet. Tout ce que je voulais faire, c'était un petit listing de toutes les évolutions que ce boîtier a permis à l'époque. Maintenant, je vous propose d'aller voir ce que ça donne sur le terrain et on va commencer comme d'habitude avec l'ergonomie. Comme je disais tout à l'heure, c'est un boîtier qui est tropicalisé et qui pèse assez lourd. On a donc au premier geste une bonne prise en main avec un bon ressenti pour ce qui est de la robustesse. Je n'ai clairement rien à redire sur les finitions. Je vous avais parlé d'ailleurs il y a quelques mois du Nikon D2HS et je dois dire que l'ergonomie est vraiment très similaire mais un petit peu plus condensée. On retrouve sur la droite le bouton on-off avec le déclencheur ainsi qu'un superbe écran rétro éclairé qui permet une vision rapide et complète sur tous nos réglages. Sur la gauche, nous avons la molette de sélection de modes comportant le fameux PSAM, 2 modes utilisateur et 3 modes auto. Clairement, on n'a pas besoin de plus. La double molette permet de régler d'un côté la vitesse, de l'autre l'ouverture, mais également tous les autres réglages importants qui se retrouvent centralisés autour de l'écran principal. On a donc des boutons dédiés pour pas mal de choses comme par exemple ISO, autofocus, balance des blancs, mesure, correction d'exposition, qualité, flash, bracketing, rafale et tout plein d'autres choses. Tous ces petits boutons dédiés à chaque réglage permettent vraiment une bonne efficacité et ça c'est clairement quelque chose qui me manque sur mon nouveau boîtier A7R2 de chez Sony. Les dimensions de la poignée ainsi que le matériau utilisé pour le grip assurent une bonne prise en main optimale que je ne retrouve pas non plus sur mon nouveau mirrorless. Pour finir, les attaches sont costauds, les touches sont bien placées, le boîtier malgré un bon poids reste assez compact, bref c'est que du bonheur à utiliser. La seule chose que je pourrais reprocher un petit peu, c'est le poids du combo D7000 1835 Art de chez Sigma qui pèse 1500 grammes pour un APS-C. C'est clairement un petit peu trop lourd. Parlons maintenant des performances. Le D7000 m'avait été livré en kit avec l'objectif Nikon 18-105 f3.5-5.6 que j'avais vraiment trouvé très bon. Il avait un bon range très polyvalent, une ouverture correcte qui permettait un joli flou d'arrière-plan et des résultats très satisfaisants pour un poids et un encombrement assez modéré. Cependant, si vous voulez vraiment tirer le meilleur du D7000, je vous conseille quand même de monter en gamme et c'est pour ça que moi j'avais investi dans le Sigma 1835 f1.8 Art. C'est un setup que je trouvais vraiment très cohérent et très redoutable. Cela me permettait de conserver une grande ouverture et d'éviter de trop monter au niveau de la sensibilité pellicule. La résolution de 16 mégapixels me permettait le traitement de RAW avec une qualité grandement suffisante pour la majorité des cas et hormis le bruit que je trouve moche et visible dès 6400 ISO, je n'ai jamais eu de reproche à faire à ce boîtier. Que ce soit avec ce superbe 18-35
f1.8 ou alors même avec l'objectif de base qui était le 18-105, avec des focales fixes telles que le 50 mm f2 de chez Nikon ou le 105 mm f2.8 macro que je vous ai déjà présenté dans des précédentes vidéos, ce boîtier m'a toujours permis de me sentir vraiment très satisfait de tous mes clichés. Le très bon autofocus, la cadence 6 fps ainsi que l'obturateur qui descend au 8 millième de seconde m'ont également permis de faire mes premiers shootings avec un modèle, j'ai nommé Alan, un sportif de haut niveau dans le monde du parcours. Je n'ai jamais douté des performances photo de ce boîtier que j'aime énormément. Cependant, c'est plutôt les fonctionnalités vidéo ainsi que le gain d'encombrement et de poids qui m'ont un petit peu dirigé à investir plutôt dans du mirrorless chez Sony. Vous l'aurez compris, ce réflexe est donc assez limité pour une utilisation vidéo, surtout en 2019 où l'HD 1080 devient un petit peu obsolète et fait place à de la 4K voire même bientôt de la 8K. Cependant, en photo, il se montre encore très redoutable, même 10 ans après sa sortie. Il pourrait combler un photographe confirmé pendant un bon petit bout de temps avant de pouvoir lui trouver des limites. D'occasion, on le retrouve à des prix vraiment très attractifs et en comparaison presque moitié prix par rapport au tout nouveau Nikon D3500. Si on oublie la différence de 8 mégapixels, on a une belle ergonomie, une facilité d'utilisation clairement incomparable sur le Nikon D7000. Que vous soyez un amateur qui désire conserver de très jolies photos de famille ou de très jolies photos de vacances, ou bien un passionné confirmé, dans tous les cas le D7000 a été, reste et sera encore pendant quelques mois voire même quelques années un des best-sellers de chez Nikon et comblera vraiment un large public. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai encore pas mal de travail parce qu'il faut aussi que je vous tourne la vidéo sur ce petit 18-35 f1.8. Alors je vous laisse et on se retrouve très bientôt.